RenaCast. Et en fait, je pense que l'entrepreneuriat, ça fait aussi partie de ça. C'est que techniquement parlant, on sait rien faire. Et savoir qu'on sait rien faire, c'est précieux aussi. Tu ne peux pas réussir si t'as pas des galères, si t'as pas des problèmes, si t'as pas des échecs. Parce que c'est l'accumulation de petits échecs qui va te permettre d'avoir une réussite. Je peux vous assurer que c'est accessible à tout le monde. Initialement, je suis la bonne élève qui sort pas des cadres. Je n'ai jamais eu un mot dans mon carnet, je me suis jamais fait virer de cours parce qu'il fallait surtout pas sortir du cadre. Je suis quelqu'un qui veut toujours plus et qui veut monter toujours plus haut. J'ai pas envie d'arriver au bout de l'escalier en me disant bon c'est ok, je suis au 2e étage. Non, moi je veux monter tout en haut de la tour Eiffel et si la tour Eiffel elle est plus assez grande, ça sera un Everest. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur RenaCast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Imaginez, vous sortez d'un rendez-vous, l'esprit léger, vous vous dirigez vers l'endroit où vous avez garé votre vélo électrique, votre liberté à 1500 €. Et là, le vide. Juste un morceau de métal sectionné au sol. C'est ce sentiment de rage et d'impuissance qui a frappé Eiko Leroux, étudiante ingénieure en plein cœur de Lyon. Mais là où beaucoup auraient baissé les bras ou racheté un antivol plus gros encore, Eiko a fait un pari fou, celui d'innover pour résister. Elle a créé Cactus Lock, l'antivol qui se contente pas de tenir bon, mais qui libère une odeur de cadavre si on tente de le couper. Une innovation radicale née d'un génie chimique et d'une résilience à toute épreuve, même face aux caméras de M6. Aujourd'hui, dans RenaCast, on plonge dans les coulisses de cette innovation qui sent mauvais, mais qui fait un bien fou à l'entrepreneuriat français. Bonjour Aiko et bienvenue dans ton épisode de RenaCast. Bonjour à tous, je m'appelle Aiko, je suis hyper contente d'être avec vous aujourd'hui et j'ai fondé Cactus Lock, qui est une start-up dans la sécurité qui fait notamment des antivols qui sentent le cadavre. C'était génial. Alors, l'intro est folle. Tu m'as replongé quelques semaines en arrière quand je t'ai découvert. Je crois que tu avais commencé ta phrase comme ça. Ton introduction de la même manière. J'adore. Et alors, je raconte souvent les coulisses de RenaCast et je t'ai découvert à la télé. Alors, je ne regarde pas la télé. Alors, déjà, c'est une chance. Je suis tombé sur toi quand même. Je ne regarde pas la télé, pas parce que je l'aime. Si, parce que je n'aime pas la télé, mais je suis tombé sur ta présentation dans une grande émission télé sur M6 et j'ai adoré, d'une part, ton énergie, ta Merci. présence, ton sourire, ta présence, et j'ai adoré la manière dont tu as amené le produit que tu as créé, que tu as inventé, une innovation qui me semble exceptionnelle. Et du coup, je me suis lancé et je me suis dit, allez, prends ton courage à deux mains, envoie-lui un petit message, dis-lui que tu as envie de discuter avec elle, ce que j'ai fait, et joie, honneur et tout ce qu'on peut rêver, tu as répondu, et en plus tu as répondu par la positive, et te voilà. Alors moi maintenant je te connais, hein, parce que j'ai fait plein de recherches autour de toi. Je me suis dit mais comment on peut faire à un âge aussi jeune créer des trucs aussi fous? Alors j'ai fouillé à droite à gauche sur internet, et puis maintenant j'ai l'impression vraiment de te connaître un peu plus, mais c'est peut-être pas encore le cas de tous nos auditeurs. Alors ce que je te propose, si tu le souhaites Aiko, c'est de te présenter un peu plus largement. Ouais, carrément. C'est vrai que c'est un projet qui est hyper curieux et qui intrigue énormément. Mais bon, je vous promets, je n'ai pas d'attractivité pure et dure pour les cadavres. C'était en soi hyper logique. Mais concrètement, si on retrace ça un tout petit peu avant, j'ai eu un contexte familial qui est pas forcément le plus simple et donc je pense que c'est un gros point fort aujourd'hui dans le sens où ça m'a permis d'être très autonome très rapidement et d'avoir envie d'aller voir autre chose et de construire par moi-même. Heu et donc qu'est-ce qui s'est passé? Après, des années et des années au conservatoire, j'ai acheté un appareil photo. Et là, on me dit: «Mais c'est quoi le rapport avec les cadavres?» «Vous inquiétez pas, j'y viens». Et en fait, j'ai appris tout par moi-même, mais c'était le début de l'entrepreneuriat au final. J'ai tout appris par moi-même, j'ai fait, j'ai expérimenté, j'ai refait, je me suis plantée, j'ai refait, je me suis replantée et en fait, au fur et à mesure, bah, le temps a fait les choses et puis j'ai été repérée par la presse et c'est comme ça que j'ai créé ma première boîte, j'avais 16 ans. Hem et puis, excellente élève, que j'ai été, très scolaire, ce qui n'est pas forcément un atout quand on entreprend.
mais c'est bien, ça a vite changé. J'ai passé mon bac, un bac S. Alors ça commence à dater un peu maintenant, mais donc mathématiques, physique, chimie et SVT. Hem et pareil, des très bonnes notes et moi dans ma tête, j'ai dit: «Bah, c'est trop bien en fait, la photo, c'est le feu, je fais tout par moi-même, je suis chef de moi-même, j'ai quelques vendeurs à gauche, à droite, j'ai des photographes à gauche, à droite qui m'aident à couvrir les terrains de concours». J'étais plutôt dans les sports équestres et c'était trop bien. Je me suis dit: «Bah, je vais m'arrêter là». Sauf que, bah, je suis une bonne élève et on m'a dit: «Non, non, ça se passe pas comme ça et donc continue, continue». Mais continuer pour faire quoi? J'aimais pas les maths, j'aimais pas trop la SVT, j'aimais pas la physique. Bon, bah, après un bac S, Mince. il restait la chimie et donc j'ai fait une prépa en chimie. Rythme de prépa qui n'est pas forcément facile, hem et bah, ça a plus ou moins coulé ma première boîte de par, en fait, on avait cours les samedis, on avait des S tout le temps, on avait des calls jusqu'à 21h. C'était quasiment impossible de garder une boîte à côté. Mais en fait, j'y ai pris goût à tout ce rythme-là, ce rythme de prépa où on était tout le temps très intense et le rythme d'avant quand j'étais moi, au lycée où, bah, en fait, j'allais en cours, le soir je bossais, le week-end je bossais et c'est un truc qui me stimule et que j'adore et en arrivant en école d'ingénieur, je m'en suis vite, vite, vite rendu compte que le salariat, c'était pas du tout fait pour moi et en fait, il a fallu me mettre une carotte sous le nez et j'ai replongé dedans, mais aussi vite que j'y étais arrivée et donc c'est comme ça que l'entrepreneuriat est arrivé à moi donc j'ai entrepris très jeune, mais en fait, tout a été hyper logique parce qu'en fait, j'ai besoin de cette liberté, j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'apporter de la valeur, j'ai besoin de résoudre des problèmes et c'est comme ça que j'ai mis les pieds dans l'entrepreneuriat. C'est génial. Tu m'amènes déjà tellement de questions en quelques secondes, c'est assez impressionnant. Donc, entrepreneur à 16 ans déjà, comment on commence à 16 ans à créer sa première boîte? On a le droit déjà en France? Est-ce que tu as le droit d'avoir un cabis? Est-ce qu'on a le droit d'avoir ces choses-là? Moi, j'ai envie de savoir parce que ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont aussi des élèves, de 16 ans, et qui se disent: «Moi, j'aimerais le faire, mais je ne sais pas par quoi commencer». Est-ce que tu pourrais nous donner les tips qui t'ont permis d'avancer vite dès le départ. Alors, tu avais évidemment trouvé ta voie à ce moment-là, mais on ne peut pas faire une facture comme ça, payée sous le manteau, des choses comme ça. On veut une entreprise, il faut que ça soit carré, il faut que ça soit propre. Comment toi, à 16 ans, tu encore rien fait à 16 ans, hein, enfin, tu apprends la vie, tu apprends les choses, et pourtant tu crées ta boîte. Et moi, je suis curieux de savoir par quoi on commence à cet âge-là. Ce qui est dingue, en fait, c'est que j'avais pas l'impression d'entreprendre. Je voulais pas être salariée, mais j'avais pas du tout l'impression d'entreprendre et même moi, je me définissais pas comme freelance. J'étais même pas micro-entrepreneur dans ma tête, parce que, et ce qui est fou, c'est que c'est encore le cas aujourd'hui, parce que moi, j'avais l'impression de faire un hobby et que je rémunérais ce hobby. Un peu comme quelqu'un qui va faire sa séance de sport, c'est juste qu'on lui paye sa séance de sport et mentalement parlant, même si bah, je facturais ce que je faisais, j'étais vraiment dans cette perspective et j'ai immatriculé alors j'étais pas en société, du coup, j'étais en micro-entreprise, parce que ça fonctionnait très bien comme ça. J'ai créé la micro parce que la presse est venue me chercher en me disant: «Bah, c'est quoi ton SIRET?» Et j'ai fait: «Bon, bah, on va faire ce qu'on peut» et je suis allée sur Google et j'ai cherché et je cochais mes cases avec, les informations que j'avais de Google, créer sa micro-entreprise, et je cochais mes cases et il y a des tas de cases où au final, faut pas le dire, hein, mais je suis convaincue que j'y comprenais absolument rien parce qu'en fait, j'étais déjà tellement pas incorporée dans la société, enfin, on sait même pas ce que c'est les impôts, on les a jamais payés et on n'a jamais eu un message pour les avoir. Donc quand on commence à payer de TVA, versement libératoire et cetera, tu regardes le truc, tu te dis: «Oh là 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 là, on va cocher ça». Donc en fait, comment ça s'est passé? Bah, déjà moi, j'avais pas l'impression d'entreprendre, c'est juste que, bah, c'est arrivé comme ça et on m'a dit: «Faut le faire», donc je l'ai fait. Sur les premières factures, bah, c'est pareil, je suis allée chercher des modèles et j'ai fait ça un peu bancal. Et en fait, je pense que l'entrepreneuriat, ça fait aussi partie de ça, c'est que techniquement parlant, on sait rien faire et savoir qu'on sait rien faire, c'est précieux aussi. Et dès qu'on a un problème, bah, à force on gratte, on cherche et on essaye de trouver une solution et puis petit à petit, on se rend compte que ce qu'on faisait avant, c'était vraiment catastrophique. Mais au fur et à mesure, on arrive à faire des choses qui progressent, qui progressent, qui progressent et puis on arrive à comprendre ce qu'on fait.
Ouais, me vient une expression en tête: «Ce qui ne tue pas rend plus fort» et en l'occurrence, ben, tu apprends, ça t'a pas fait couler donc tu as progresses au fur et à mesure en fonction des besoins. Un truc hyper intéressant, Exactement. tu itères jusqu'à trouver la bonne solution. J'imagine que dans ta Ouais, deuxième entreprise, du coup, c'est ce que tu as dû itérer des millions de fois pour obtenir le résultat que ouais, tu as aujourd'hui. Mais je trouve ça hyper intéressant totalement. de se dire que finalement, sans aucune connaissance profonde de l'entrepreneuriat, tu as pu te débrouiller par Ouais, toi-même. Tu pas demandé d'aide, oui. à part Google, mais Google, c'est pas une personne physique qui peut t'aider. Enfin, elle te donne pas de conseils, elle te donne des trucs que tout le monde donne. Il faut fouiller à droite à Mmh. gauche. T'as pas allé chercher une personne physique, une banque ou je sais pas, quelqu'un qui aurait pu t'accompagner dans la création de ta boîte? Bah, alors, sur la boîte de photos, non, parce que pour moi, je créais pas ma boîte, en fait. Enfin, j'avais un Ah oui, statut, mais j'étais effectivement. pas j'entreprenais pas, donc pourquoi aller chercher de l'aide puisqu'en soi, j'avais un hobby qui était enfin, qui était, financier au final, mais qu'on me payait ou qu'on me payait pas, ça ne changeait rien. Hem et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que c'est très corrélé aussi à mon statut d'étudiante en bac scientifique où, on en parlait un petit peu avant le podcast, mais je vais le réexpliquer. Concrètement, il y a 4 personnalités: jaune, vert, rouge et bleu. Les bleus, c'est les traits, très chiffres, très maths, qui ont besoin de data pour faire des décisions. Les rouges, c'est vraiment les leaders, c'est un peu des bulldozers qui cassent la porte et puis ensuite qui réfléchissent pour, si vraiment ils l'ont fait, mais c'est pas du tout péjoratif, c'est souvent des gens qui sont très dans l'action. Les jaunes, c'est les petits soleils en entreprise, on les voit, ils sont radieux tout le temps, même quand ça va pas. Puis les verts, c'est des gens qui sont un peu plus effacés, mais qui restent focus sur l'humain. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'à cette époque-là, moi, j'étais vraiment profil très ingénieur, très bleu, très data et donc en fait, je faisais au fur et à mesure avec ce que je lisais, ce que j'apprenais, mais juste, en fait, j'avançais comme un chercheur, j'avançais comme ça et puis, bah, advienne que pourra, on verra bien où est-ce qu'on arrivera. Hem et j'avais pas du tout encore ce côté, beaucoup plus rouge, beaucoup plus commerce. Si on prend les directeurs commerciaux ou ces profils-là, la plupart du temps, c'est des gens qui sont très rouges, très dans l'action et j'avais pas encore du tout ça et donc le fait que moi, je me perçoive comme, bah, juste un hobby qui était rémunéré à la fin et juste, bah, je lisais quelque chose et puis j'essayais d'appliquer, puis je me plantais, je recommençais, je me plantais, je recommençais. Sans avoir aucune pression parce qu'en fait, bah, j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans. J'étais encore, chez papa, maman et de toute façon, au pire, si je me plantais, il se passait quoi? La boîte fermée? Ouh, truc de fou. Et j'avais même pas toute cette pression-là donc c je me sentais pas comme ça et je suis jamais allée chercher de l'aide à gauche, à droite parce qu'en fait, j'en avais même pas la nécessité à ce moment-là. C'est comme si tu faisais du sport, tu peux courir tout Mmh. seul, tu peux aussi mettre un coach, mais tu peux aussi courir tout seul. Par contre, en Mmh. avançant au fur et à mesure, après, la prépa, en arrivant en école d'ingénieur et quand Cactus Lock est né, là là, je me suis rendu compte à quel point c'était précieux d'avoir des gens autour de soi et aujourd'hui, j'ai énormément de personnes autour de moi, heu, mais ça a switché, c'est plus un hobby qui est rémunéré, c'est un projet qui peut rémunérer et qui me rémunère aujourd'hui, sur lequel j'ai des objectifs chiffrés, et sur bah, des secteurs qui sont beaucoup plus larges et beaucoup pointilleux. Aujourd'hui, on est en levée de fonds et du coup, dans ce cadre-là, en fait, moi, je ne veux pas me permettre d'être moyen parce que, bah, en fait, ça serait pas acceptable sur certaines situations. Donc ça, je suis Mmh. allée le chercher beaucoup plus tard. Mais l'itération, c'est quelque chose qui est absolument, bah, hyper, hyper important. On peut pas s'en passer et une petite phrase, un peu dev perso, mais en fait, il vaut mieux quelqu'un qui essaye beaucoup parce qu'au final, si on prend 2 grilles, une personne qui n'essaye pas et une personne qui essaye, bah, la personne qui aura beaucoup essayé, elle aura autant d'échecs que la personne qui aura essayé presque jamais et donc c'est l'accumulation de plein de petits échecs qui permet d'avoir une case verte à la fin où on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Ouais, j'aime beaucoup, hein, comme tu l'expliques, comme tu le présentes, les 4 personnalités, l'itération, les échecs. On apprend beaucoup de ces échecs. Alors, il y en a qui écoutent Non. Renakas et qui me disent: «Mais tu le dis tout le temps». Je fais: «Bah oui, mais toute ta vie, tu échoues, en fait et parfois tu réussis et c'est Mais quand tu réussis que tout le monde dit que tu as de la chance et que en fait, non, tu pas de chance, tu as beaucoup travaillé et on peut tu l'as le mettre provoqué. très simplement,
Des tout petits, en fait, tu as itéré combien de fois avant de savoir marcher, quoi? Sauf que tu t'en souviens pas et aujourd'hui, tu marches, tu Ouais. cours, tu voles, enfin bref, ça tu avances très bien. Donc c'est génial. Le conseil qu'on peut donner à des jeunes, finalement, c'est, lancez-vous, vous êtes chez papa, maman, vous avez pas de stress, ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est pas grave. Risque Heu, rien, un toit sur la tête, de la nourriture dans l'assiette et c'est déjà très, très bien c'est clair. et souvent les parents sont Ouais. bienveillants quand on fait ça. Ils disent: «Bah vas-y, ça si ça t'amuse, ça t'est fais ça ou du sport finalement, c'est pareil. Bon là, ça a marché jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, il y a plus assez de temps dans une journée pour cumuler les 2. Après tes études, du coup, tu te lances dans la chimie. Alors déjà, la chimie, c'est quand même complexe, hein, c'est des éléments qui sont difficiles à comprendre. Qu'est-ce qui te motive dans la chimie? Parce qu'on va le voir, hein, au final, c'est ce qui t'amène aujourd'hui sur ton activité. La chimie, moi, perso, ça sent pas bon, j'y vais pas et je sais pas pourquoi ça sent pas bon. Histoire de molécules, des trucs comme ça c'est certain. Mais quoi? Alors là, vas-y pour savoir. Mais toi, qu'est-ce qui te motive dans la chimie? Au-delà du fait que tu aimes pas la physique, que tu aimes pas les maths, que tu aimes pas est-ce que c'est un non-choix finalement? Bah, ouais, je pense que c'était un non-choix parce que, tout mon entourage et tout mon écosystème, il y a énormément d'ingénieurs. C'est comme les familles de médecins, en fait, tout le monde fait médecin parce qu'au final, tout le monde autour de soi est médecin et donc on connaît que ça. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'ingénieurs donc en fait, le bac L, de toute façon, c'était un carnage. Moi, le français, l'anglais, les langues, c'était pas du tout mon truc donc bac L, ça saute et bac ES, en fait, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est l'économie, je sais pas ce que c'est le commerce. Je sais même pas la différence entre le marketing et la communication. Il m'a fallu du temps en plus pour comprendre, hein. Mais juste par défaut, c'est quelque chose que je ne connais pas, que personne connaît autour de moi. Puis on m'a dit: «Bah, de toute façon, un bac S, tu feras tout et n'importe quoi». Bon, bah, OK, on va faire un bac S. Dans tous les cas, le reste, je ne connais pas et bah, bah, les physiques, j'aime pas les maths, j'aime pas la SVT, reste la chimie et en fait, la chimie, bah, je suis intéressée parce que c'est un domaine dans lequel, tout est facile, tout est hyper intuitif pour moi, en tout cas au début au lycée. En arrivant en prépa, c'est plus du tout la même, hein. Mais en tout cas, au lycée, c'était amusant dans le sens où on mettait, un colorant, on mettait un autre produit, hop, ça changeait de couleur, c'était amusant. On avait des petites molécules, on les assemblait ensemble et puis, bah, globalement, c'était la base, mais je pense qu'il y a d'autres matières comme ça où en fait, quand tu apprends au lycée, c'est beaucoup de bases et des choses qui peuvent être relativement simples à comprendre. Les maths de terminale, c'est plus des choses qui sont simples, c'est des choses qui sont beaucoup moins concrètes et la chimie, c'était encore des choses qui étaient encore simples et relativement compréhensibles et donc je pense que, par défaut, c'était à peu près le seul truc que j'apprécie encore à cette époque-là et donc je suis allée là-dessus et après, en fait, la chimie est partout dans notre, environnement. On peut pas faire des textiles sans chimie, on peut pas faire du du parquet, enfin du vernis de parquet sans chimie. En face de moi, j'ai un mur, il y a de la peinture et il faut des chimistes pour ça. La chimie, c'est partout, donc en soi, c'est un milieu qui est peu bouché et sur lequel il y a des milliards de thématiques. Donc je me suis dit que c'était un choix qui serait pas trop mal parce que au pire, bah, juste ça m'aiderait à comprendre un peu, le monde et ce qui se passe autour de moi. Ouais et au pire, ça t'apprendra le monde. Effectivement, c'est génial déjà rien que de ce point de vue-là, en se disant: «Oh, c'est pas grave, j'apprendrai les choses, je saurai comment la le monde fonctionne», et puis, ben, tu le dis, il y a forcément des débouchés hyper intéressants derrière. Alors, est-ce que dans ta tête, à ce moment-là, l'idée cactus, je vais pas arriver à le dire, on expliquera d'ailleurs, la différence, on en a Mmh. parlé un petit peu. Hem Est-ce que tu avais déjà un petit peu en tête, le projet, de ton activité aujourd'hui? Non, Non. non, parce que tout est le cœur de l'itération. J'arrive en école d'ingénieur, on va faire un peu la suite de l'histoire. J'arrive en école d'ingénieur, et deuxième jour, on me dit: «Il faut que tu fasses un projet de création d'entreprise» et alors là, il en fallait pas plus pour me tenter et on me dit: «Mais par contre, il faut faire ça au sein de l'école et à la fin, ça va être jugé par les profs de l'école». Mais jugé par les profs de l'école? Je suis en école d'ingénieur chimiste et c'est des chimistes qui vont juger du business? Ça n'a pas de sens et je me dis: «Non, non, mais c'est pas possible, c'est pas assez challengeant, c'est pas assez non, non, ça me va pas» et on me dit: «Bah, écoute, tu as un autre dispositif qui existe, il y a beaucoup moins de personnes qui le font, c'est moins courant, mais ça s'appelle Campus Création, c'est un concours d'idéation étudiante où tu rentres, tu as pas d'équipe, pas de projet, enfin, tu as rien, rien, rien. Tu sais quelque chose, c'est bien, tu sais rien, on s'en fout, de toute façon, personne ne sait rien». Et je me dis: «Ah, ça, c'est plus intéressant». Et c'était mentoré par que des entrepreneurs ou alors que des gens qui avaient vraiment des connaissances très spécifiques sur certains domaines et je me dis: «Bah, beaucoup plus logique, c'est des gens qui sont dans le domaine qui nous encadrent, logique».
Et donc je me lance dans Campus Création et moi j'accroche mais direct, 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 direct parce que je me rends compte assez vite que ce qui me plaisait moins dans ce statut freelance que j'avais, mais que j'avais même pas réfléchi et pensé, heu, c'était la différence entre ma vision, mon ambition et ce que je faisais en réalité. Heu, En tant que photographe, moi, c'était aller couvrir les concours, vendre à la presse et puis ça s'arrêtait là, faire mes retouches, progresser dans le domaine artistique et ça s'arrêtait là. Et je suis quelqu'un qui veut toujours plus et qui veut monter toujours plus haut. J'ai pas envie d'arriver au bout de l'escalier en me disant: «Bon, c'est OK, je suis au deuxième étage». Non, non, moi, je veux monter tout en haut de la tour Eiffel et si la tour Eiffel, elle est plus assez grande, ça sera un Everest. Mais je peux pas m'arrêter, j'ai besoin d'aller gratter encore, encore, encore au-dessus. Et là, je me rends compte à Campus Création qu'en fait, il y a un monde énorme devant moi où il y a de grandes chances que j'ai plein d'idées pourries, mais je vais découvrir le marketing, je vais découvrir la com, je vais découvrir la finance, je vais découvrir la gestion de boîte, je vais découvrir la comptabilité et en fait, il y a un monde énorme devant moi où je peux faire des milliards de trucs dans plein de domaines différents et jamais être expert dans un domaine parce que c'est le moment où il faut déléguer. Mais il en faut pas plus pour me satisfaire et donc bah, en fait, j'avance, j'avance, j'avance dans le concours et Cactus arrive en décembre où, bah, je me fais voler mon vélo, vélo que j'avais super bien sécurisé sur le papier, dans un ouais, dans un cadre où ça aurait jamais dû se produire. J'avais 2 beaux antivols de marque super réputée en U, donc ce qui est déjà réputé pour être le mieux. C'était sous une caméra, on était devant le supermarché, je suis partie 10 minutes dans une zone où je vais jamais, donc j'ai même pas été repérée. Donc techniquement parlant, en fait, il y avait rien qui disait: «Aïko, tu vas te faire voler ton vélo, c'est sûr». Et j'étais dans ce cadre où on mettait déjà tout en question, on réfléchissait déjà sur, bah, de l'idéation, mais c'est même plus profond que ça. C'est en fait, on réfléchissait sur des problèmes pour savoir s'il y avait un besoin et s'il y avait un besoin, on imaginait une solution idéale. Mais on était déjà plus dans ce truc de, «J'ai une idée et je vais l'appliquer». On était directement dans: «Est-ce qu'il y a un besoin? Et s'il y a un besoin, on va travailler pour faire en sorte de résoudre un besoin» et ça, c'était quelque chose qui était absolument clé et donc en fait, bah, nous, on se rend vite compte que tous les antivols sont résistants, que ça fait 20 ans que, bah, les performances bah, juste de protection de vélo s'empire, s'empire, s'empire. Enfin, si je donne un peu de chiffres, en moyenne, il faut 30 secondes pour voler un vélo, c'est ridicule et il y a 84 des tentatives de vol qui aboutissent. Sous-entendu, je fais le parallèle avec l'industrie pharmaceutique qui sera bien plus présente. Vous avez mal à la tête, vous achetez un médicament à la pharmacie, il y a 16 de chances que le médicament fonctionne. C'est ridicule, hein? Et on s'est dit: «Mais c'est un On est truc de d'accord. fou» parce que ça veut dire que là, on vend des choses qui ne fonctionnent pas mais c'est OK parce que c'est le domaine de la sécurité et on s'est dit: «Bah, juste, faut qu'on comprenne comment ça fonctionne, faut qu'on comprenne ce qu'on a déjà fait et faut qu'on essaye de proposer une solution que les gens apprécieraient et aimeraient voir» et et c'est dans ce contexte-là qu'on a commencé à avancer et on lance la machine de l'itération. On propose une idée aux potentiels utilisateurs, ça marche pas. On propose une autre idée, ça marche pas et puis on se met à écouter, écouter, écouter ce qu'ils ont envie et puis au fur et à mesure, on avance, sachant qu'à côté, on réfléchit développement produit, on réfléchit, bah, aspect économique forcément puisque ça coûte de l'argent de le faire. On réfléchit sur comment va falloir le produire et puis, bah, au bout de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, c'est, bah, cette petite molécule qui est la putrescine, donc la molécule de la putréfaction qui finit par retenir notre attention. Mais en fait, tout ça, c'était de l'itération. Je me suis jamais levée un matin en me disant: «Tiens, on va faire un antivol qui sent le cadavre parce que, bah, je sais pas, ça va être super». Excellent. J'adore l'histoire, j'adore comment tu l'amènes en tout cas, et tu donnes énormément de sens à la création d'entreprise. Il y en a beaucoup qui, il faut qu'ils aient l'idée avant de se lancer, et toi tu te lances avant d'avoir l'idée. Et le fait, et je le dis beaucoup sur Renakas, j'aime beaucoup l'idée de relever tous les petites choses agaçantes de la journée. Là, c'est un vol de vélo. Oui. Alors, c'est plus qu'une petite chose agaçante, hein, je vais pas dire le terme, mais on peut aller plus loin, surtout qu'on sait le prix d'un vélo. Donc voilà. Et avec toutes ces idées, à un moment donné, on peut en faire un business parce que, eh ben, on voit que ce qu'il y a sur le marché, et ce qui était le cas dans ton cas, ce qu'il y a sur le marché, c'est totalement aberrant. Je suis Ouais. presque prêt à dire que finalement, les cadenas actuels sur le marché, c'est plutôt psychologique pour l'acheteur, en fait. Il pense être sécurisé, Placebo, et, hein. et voilà, C'est c'est juste placebo, ça. Ouais, c'est ça. c'est Donc, placebo. En fait, tant qu'il y a personne qui s'y attaque, c'est OK et à partir du moment où il y a une personne qui a envie de s'y attaquer,
ben on sait qu'il y a aucune chance. Enfin Mmh. 16% des tentatives de vol qui vont vraiment être arrêtées. C'est Ouais. ridicule. Et Donc dans un autre c'est contexte, comme placebo. tu le mets dans le médical, mais je voyais la ceinture de sécurité. T'imagines si ma ceinture de sécurité me permet de me sauver qu'à 16% du temps? Bon, je suis pas sûr que je vais la mettre, hein. Donc mais c'est assez fou et je trouve ça intéressant le fait d'aller chercher et tu me dis, que, vous avez posé les questions à de futurs utilisateurs. Comment on fait? Est-ce que, Ouais. on ouvre un Slack? Est-ce qu'on va tracter dans les rues avec notre petit papier avec des cases à cocher? Je vais y arriver. Comment tu vas à la rencontre de tes futurs clients, pour réussir à dénicher la bonne idée? Je pense que je vais choquer beaucoup de personnes en disant ça, mais c'est pas grave parce que c'est la réalité et aujourd'hui je le regrette pas du tout. Heu, je suis pas du tout pour les questionnaires, mais pas du tout, du tout. Parce qu'en fait, si on étudie un petit peu la psychologie et la sociologie, on se rend compte que les gens répondent par ce qu'ils auraient envie d'être, plutôt que ce qu'ils pensent vraiment et ce qu'ils sont vraiment. Donc là-dessus, en fait, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe quelle personne, il suffit d'avoir certaines formulations de questions. Ouais, Et du coup, tout est biaisé et juste, en fait, on fait dire ce qu'on veut et on valide artificiellement une hypothèse, heu, qui devrait pas être validée, quoi. Donc les ouais, questionnaires, je suis formellement contre, sauf dans des cas extrêmement particuliers, pour faire vraiment de la masse, mais j'aime pas trop. Ensuite, j'ai passé beaucoup de temps à interpeller les cyclistes eux-mêmes, parce qu'au final, c'est les gens les plus concernés. Alors c'est super drôle parce que j'avais des stratégies de fou. J'habite, dans les pentes de Lyon et dans les pentes, on a une grande montée qui est bordée par 2 trottoirs, donc les vélos peuvent pas contourner. Donc quand on se met dans la montée, ils sont suffisamment lents, pour freiner si on est au milieu de la voie, sans nous écraser et bah, si on est au milieu, en fait, il y a pas le choix, ils s'arrêtent. Donc moi, j'avais une boîte de cookies avec du chocolat chaud en plein hiver, pour le mois de décembre. Il faisait, franchement, c'était 20:00, 21:00 et donc j'arrêtais les cyclistes comme ça, ils m'écrasaient pas, ils pouvaient pas me contourner et je passais, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes avec eux à discuter justement de ces sujets-là et pour comprendre le besoin, pour comprendre le problème, pour comprendre comment les gens sont touchés, comment ils sont affectés et en fait, s'ils ont envie de changer parce qu'il y a des milliards de problèmes où peu importe la solution qu'on proposera, juste les gens sont pas prêts à changer et sont pas prêts à voir du changement. Donc il fallait déjà comprendre ce problème, ce besoin, comprendre là où ça fait mal pour savoir s'il y avait déjà une possibilité de faire évoluer ce besoin-là. Heu, une fois qu'on a compris un petit peu comment ça se passait, ce problème, ce besoin, on a prototypé artificiellement en fait, l'avantage c'est qu'avec des mots, tu peux faire imaginer tout et n'importe quoi et donc on a proposé des solutions, mais en étant extrêmement simple et concis, souvent en ne pitchant même pas une phrase, pour laisser les gens imaginer tout le tour et imaginer comment ça fonctionnait, pour faire en sorte d'avoir progressivement une offre qui se construit à partir des dires des clients et dans ce cas-là, le marketing devient bien plus simple puisque c'est les clients qui l'ont imaginé, et progressivement faire coller tous les points, en fonction de ce qu'ils veulent eux et derrière, nous, on apporte de la technique, on apporte tout ça et puis au fur et à mesure, plus on avance, plus on va dans le concret. On transforme les dires en quelque chose qui paraît prêt. Là, on va crier: «Au scandale, ô impostrice», mais n'empêche que c'est nécessaire avant d'aller lâcher des 300-500, 1 000 000 d'investissement. Heu, nous, pendant quelque temps, on a eu un antivol qui était, marketé comme un antivol, bah, cactus comme ce qu'il est aujourd'hui et en fait, juste, on proposait à l'achat et dès qu'il y avait un achat, contacter la personne pour vraiment comprendre tout le mécanisme. Parce que le problème de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des milliards de personnes qui diront: «Oh, c'est fantastique, quand il mmh, sera disponible, je l'achèterai». Puis ces gens-là, quand tu vas les voir à la fin, bah, dès qu'il en faut effet. mettre la carte bleue, il y a vraiment plus personne. Et donc la dernière étape pour savoir s'il faut vraiment mettre de l'argent, c'est d'être sûr qu'il y a des gens qui sont vraiment prêts à aller investir pour de vrai et que c'est plus que des dires de: «C'est fantastique votre truc». Et donc là, en fait, on n'a pas le choix que faire du faux, et très, très rapidement contacter la personne, comprendre tout le mécanisme d'achat, qu'est-ce qui a fait qu'il bascule et proposer soit le remboursement, soit la précommande parce que ça permet d'arriver dans le futur. Mais ça, c'est une étape qui est obligatoire et qui permet de, bah, juste beaucoup avancer sans aller mettre à risque parce que, bah, le modèle de on fait une levée de fonds de 3 millions d'euros et ensuite on imagine, quelque chose de parfait, bah, ça n'existe plus maintenant.
Pas le C'est choix. excellent. J'aime beaucoup, encore une fois, plein d'astuces. Je vais toutes voler, je vais tout donner à tout le monde, je suis désolé, mais je trouve ça génial. Alors, une question m'est venue en tête, mais, tout ce raisonnement que tu as là, qui me semble juste exceptionnel, faut les enfin, je sais pas si ça s'étudie à l'école ça, il me semble pas. Je crois même qu'on est dans l'autre sens où il faut tout prototyper réellement, il faut sortir des millions d'euros avant de faire quoi que ce soit. Bref, si tu n'enseignes pas, je pense que tu as une carrière à faire aussi dessus, mais, tu sors où toute cette philosophie? Est-ce que tu as un, un, un maître à penser? Est-ce que tu as un psychologue avec toi? Est-ce qu'il y a le psychologue de la nature humaine? Comment ton esprit va chercher tous ces raisonnements? Je pense qu'on m'a beaucoup tapé dessus et c'est aussi la beauté d'avoir entrepris une deuxième fois dans un concours d'idéation étudiant. C'est que du coup, dès le début, en fait, j'avais même pas l'idée qu'on était déjà en train de me taper dessus en me disant: «Mais non, Eko, ça fonctionne pas comme ça la vie. Tu dois aller sur le terrain, tu dois faire, 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 parce que tu ne peux pas penser à la place de ton marché, tu ne peux pas penser à la place de ton client et même si toi, au final, tu pourrais être client de ta solution, tu n'es Mmh, pas l'intégralité des clients et donc par défaut, c'est pas parce que tu penses que c'est incroyable, idéal, que tu as raison et j'ai même tendance à dire que tu auras forcément tort et donc très, ouais. très rapidement, on m'a dit: «Il faut aller sur le terrain, arrête de faire de la data, arrête d'imaginer, imaginer, imaginer» parce que juste tu es dans un biais qui est commun à tout le monde. On a tellement peur de se lancer, on a tellement peur de se confronter à la réalité. Du coup, on trouve tous les prétextes pour ne pas aller dans le réel, notamment, bah, gratter, prototyper, fabriquer encore et encore pour pas se confronter au réel. Alors qu'en fait, c'est la meilleure solution. Quand tu as pas encore mis un seul euro ou alors peut-être que tu as mis 1 000 ou 2 000 €, mais ce qui au final, à l'échelle d'une boîte, c'est pas grand-chose. Ben, tu peux encore pivoter des milliards de fois, donc il y a pas le choix. Il faut se confronter au réel, il faut se faire violence pour aller questionner les gens et à partir de ça, on va continuer à avancer et donc ça a été, bah, mon mantra tout le long, et on m'a tapé dessus, tapé dessus, tapé dessus et puis à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, on me tapait dessus peut-être pas pour rien et que, bah, oui, la nature humaine est telle que on veut pas se confronter au vrai, on veut pas voir ce qui est en face de nous et donc on se trouvera des milliards de raisons tout le temps, mais il y a qu'un seul truc qui peut être dans le vrai, c'est que la communication, bah, tu peux pas prévoir si ça va marcher avant même d'avoir testé, expérimenté et bah, il y a un concept clé, ça s'appelle l'A/B testing. Bah, concrètement, tu testes, ta solution, tu peux pas savoir si elle est bonne avant même d'avoir expérimenté dans le vrai et bah, des fois, avant d'aller lâcher 1 million, tu es obligé de le faire pour 2 fois avant. Donc en fait, il y a que les gens en face de toi qui peuvent avoir raison et même si tu as un mentor exceptionnel qui est directeur de X boîte, en fait, il est pas le marché, donc s'il pense quelque chose, peut-être qu'il aura raison, mais peut-être. Les seuls qui sont Peut-être. sûrs d'avoir raison, c'est les gens en face, donc pas le choix. OK, ah mais c'est génial. J'adore, j'aime beaucoup ce concept-là. Alors moi, je lance plein de trucs. Alors j'ai pas la même vocation, j'ai pas envie de gagner d'argent, c'est fou. Si, j'ai envie de gagner des sous, mais tu vois, c'est pas mon but, en fait. J'ai juste envie de lancer des trucs, moi, c'est tout et mais ce que je vois, c'est, comment tu le réfléchis, comment je peux l'amener aux autres. J'ai pas besoin d'avoir un truc fini, finalement, pour, tester le marché. Un Ouais. fait que ça marche très, très bien à partir du moment où tu le fais proprement et puis derrière que tu contactes la personne qui a sorti sa CB comme tu dis très bien, pour savoir pourquoi, même Exactement. pourquoi vous l'avez fait, c'est bizarre, il y a rien et que tu te sers de tous les mots qu'il va te donner, toutes le Ouais. parcours qu'il a fait, cheminement intellectuel, peut-être physique pour se rendre sur ton site web ou et cetera, pour pouvoir améliorer ta com, pour pouvoir améliorer ton produit. Moi, je trouve ça exceptionnel. Alors ça se fait peut-être partout, je le savais pas, mais j'adore et j'aime beaucoup. Je vais te le reprendre. Alors je sais pas comment je vais le mettre en place, mais je le donne à tous ceux qui sont avec nos auditeurs. C'est toi qui nous l'as donné, donc tu leur donnes le coup du cookie et du chocolat chaud dans la. Je trouve ça purement génial. C'est Incroyable. une com qui pourrait marcher très très bien pour tellement de choses. Je trouve ça fort et tu étais au bon endroit au bon moment. Bon, OK, tu as vu une difficulté pour les cyclistes, tu en as vu une opportunité de les interpeller facilement. Je trouve ça génial, Exactement. ça me fait penser
Ça me fait penser à Michel et Augustin qui s'étaient déguisés en vache dans les gares parce que c'est là où il y a le plus de temps. Et c'est exactement, je te souhaite le même, le même environnement qu'eux, et puis la continuité est la même qu'eux, parce que je trouve leur boîte exceptionnelle. Alors même s'ils sont plus forcément au board maintenant, mais je trouve ça génial. Donc j'adore cookies chocolat chaud. Alors là, c'est l'été, je vais Ça peut-être trouver fonctionne. un autre truc, mais on peut faire Jus de fonctionner la fruits, chose. smoothie. Top. Smoothie, voilà, un truc bien frais, quand ils seront au-dessus. C'est génial. Alors du coup, OK, tu as tes idées, tu as trouvé tout ça. Pour l'instant, ça t'a coûté de l'argent à ce moment-là? Tu as déjà sorti des sous de ta poche, ou tu en es vraiment qu'aux prémices, et c'est juste du temps, que tu as, engagé, et pas plus d'argent que ça? En fait, c'est le maître mot, c'est qu'à partir du moment où tu es pas vraiment sûr de toi, faut pas mettre d'argent. Pourquoi? Parce que un, je suis pas millionnaire, 2, j'ai jamais eu de salaire, si ce n'est celui quand j'étais freelance, et donc alors je suis étudiante, donc je suis pas une personne de 40 ans qui décide d'entreprendre et qui est déjà 100 000 € de côté. En fait, si j'ai à ce moment-là, si j'ai 1 500, 2 000, 3 000 € de côté, c'est vraiment le maximum du maximum du maximum. Et donc cet argent-là, il est précieux, et raison de plus pour pas se tromper, j'ai pas la capacité d'un grand groupe à absorber l'échec de manière générale. J'ai la capacité d'absorber plein de petits échecs, mais pas un échec total où je vais mettre, bah, one shot 100 000, et puis si ça marche pas, bah, c'est pas grave, j'y verrai que du feu. Donc en fait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup testé, verbalisé, échangé, parce qu'il était essentiel de pas mettre d'argent avant, d'être sûr d'avoir un truc qui pouvait plaire aux gens. Donc pendant plus de 2 ans, on a mis des 5 €, 10 €, 20 €, 100 €, grand max à gauche, à droite. Mais au bout de 2 ans, c'est même pas sûr que j'ai lâché plus de 1 000 ou 2 000 €, parce qu'en fait, il y avait pas la nécessité. C'était du test, du test, du test, du test. Hem, il fallait valider le besoin, la solution, le marketing et l'alignement de plein de choses avant de se lancer pour de vrai. Et puis à partir du moment où on a compris où, bah, il y avait vraiment quelque chose, on avait un début de traction, donc des gens qui potentiellement payaient même si on n'était pas encore prêt. Là, OK, ça valide, c'est quelque chose qui peut plaire, c'est quelque chose dont les gens ont besoin, c'est quelque chose qu'ils achètent parce qu'il y a une vraie raison. Et là, maintenant, on va pouvoir mettre de la ressource financière, parce que c'est plus, bah, marche ou crève, en fait. On a compris qu'il y avait quelque chose. Donc là, on commence à mettre un petit peu d'argent. Mais au début, franchement, il y a jamais eu de publicité. Si on a imprimé, quelques flyers, c'était vraiment grand maximum. Et c'était du: je prends mon téléphone et j'appelle les gens, je contacte les gens, je vais dans la rue, je vais chercher ma clientèle, et je teste, je teste, je teste, je teste, je teste. OK. Et du coup, j'ai une question. Quels sont, dans tes 2 premières années où tu dépenses 5, 10, 100 €, quels sont, les 100 € les mieux investis, ou peut-être même les 5 € les mieux investis selon toi? Avec le recul, tu te dis: «Bah, ça, c'était une très, très bonne idée, et ça m'a coûté peanuts». Alors, comme les cookies, peut-être, pas cher du tout, si c'est en plus, c'est peut-être toi qui les as faits, donc ils devaient être excellents. Mais, est-ce qu'il y a un élément qui t'a vraiment oui, effectivement. Est-ce qu'il y a un élément où tu t'es dit: «Tain, l'investissement, il est fou, j'ai tellement donné peu et j'ai tellement obtenu beaucoup avec cet investissement». Est-ce que tu l'as en tête aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un truc qui sort plus que d'autres? Je crois que tu me poses une colle. Je pense pas. Enfin, en tout cas, Non? j'ai rien qui sort en tête. Je me rappelle d'un petit coup de com qu'on avait fait pour justement faire du flux sur une landing page. Une landing page, c'est un site extrêmement facile. Concrètement, c'est 4 blocs, 5 blocs qui se courent après. C'est fait en même pas une journée, pour justement avoir une vitrine et orienter les gens vers ça. Mais encore une fois, le but, c'est pas de mettre de l'énergie sur du faux qui ne fonctionnera pas. Enfin, je vais pas passer 2 mois à créer un site web, alors qu'en fait, il y a 100 de mon site web que je vais devoir changer ensuite, parce que, bah, mes clients veulent autre chose, parce que je me suis trompée de cible, parce que je comprends pas les gens qui sont en face. Donc le but d'une landing page, c'est justement faire des trucs extrêmement simples, extrêmement rapides, pour pouvoir tester, tester et faire avancer ce premier jet, rapidement. Donc peut-être que c'était un des coups de com' qu'on a fait pour faire du flux sur notre landing page, où justement, on avait on avait réaccroché des vélos, dans la ville qui étaient mal accrochés. On avait acheté, quelques bouts de ficelle, de corde un tout petit peu épaisse, et on avait mis un sticker pour fermer ce bout de corde en disant: «Bah, attention, votre vélo est mal attaché». C'était Génial. un job de Sancy avec un QR code qui faisait du flux sur le site.
et c'est quelque chose qui avait été apprécié dans le sens où c'était vraiment un but de sensibilisation, mais qui avait fait du flux et du coup, ça nous a permis de valider quelques trucs. Ah, c'est génial. MacGyver, un bout de ficelle Et choix. et un QR code, c'est génial l'idée. Mais t'as énormément. Alors, tu dois avoir un trouble quelque part dans ton cerveau. Tu es pas monté comme les gens normaux. Enfin normaux, tu sais ceux qui sont très cadrés, parce qu'en fait, qui l'aurait fait? Personne. Et ceux qui sortent des trucs comme ça sont souvent des génies. Alors attends-toi à de devenir une génie. Alors tu seras reconnu comme génie quand tu seras décédé, évidemment, mais c'est des trucs de fou. Je trouve ça génial parce que ça t'a rien coûté, ça te fait une com de malade. J'imagine que tout le monde en parle derrière et tu obtiens le flux nécessaire et ça t'a coûté une poignée de cordes. Ça vaut rien, effectivement. C'est J'adore ça. l'idée, très en phase en plus avec ton produit. Donc, la réflexion est folle et ça coûte rien, effectivement. Donc, je prends, je prends, j'adore. En plus, je vais rebondir un tout petit peu là-dessus en plus, mais et ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Heu, Peut-être qu'il y a des gens qui penseront que je suis une génie, mais en fait, je peux vous assurer que c'est accessible à tout le monde. Initialement, je suis la bonne élève qui sort pas des cadres. Je n'ai jamais eu un mot dans mon carnet, je me suis jamais fait virer de cours parce qu'il fallait surtout pas sortir du cadre. Je suis quelqu'un qui, initialement, suis très à suivre les règles, faire exactement la consigne. Si on a dit de surligner en jaune, bah, et que le voisin d'à côté, il surligne en vert, mais moi, ça me choquait. J'ai besoin initialement de suivre les règles et de surtout pas sortir du chemin, même les chemins qui sont un peu balisés, il y avait toujours des enfants qui sautaient le petit la petite rebalise, mais moi, c'était hors de question, il fallait surtout pas et du coup, je pense au contraire que c'est en bossant et en comprenant que, en fait, il y a des choses où on va être obligé de sortir du cadre parce que j'ai pas l'argent, parce que j'ai pas le savoir et juste, il faut essayer et pour essayer, tu vas faire, 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 faire et au fur et à mesure, tu vas comprendre que tu as des choses à côté et et c'est justement ce qui est très drôle, c'est que ce profil très bleu, très data, très je sors pas du tout du cadre, très académique, au fur et à mesure, en travaillant, en expérimentant, en faisant, est devenu un profil rouge qui fait et qui a pas peur de se cracher. Alors que le profil très académique de base, si j'avais 16,5 au lieu de 19 à mon DS, c'était un scandale parce que justement cette peur de l'échec était catastrophique et cette peur de sortir un petit peu de ce que moi je m'étais mis, c'était un drame. Donc, je pense que c'est aussi l'ouverture et l'expérimentation qui permet d'accepter de faire autre chose et faire différemment parce que juste mentalement parlant, on se l'accepte. Donc je pense que c'est accessible à tout le monde, mais il faut faire un peu de travail sur soi. Ouais, sortir des cadres quoi, donc exceptionnel. Mais j'aime Exactement. beaucoup, donc c'est hyper intéressant et avec, 3 fois rien, on peut faire une com exceptionnellement, forte C'est ça. qui t'amène vraiment, du flux client. Alors du coup, OK, tu as itéré pendant 2 ans et l'idée, ça y est, elle a germé de mettre un gaz qui pue dans dans ton cadenas? Enfin, Ouais. comment on en arrive à mettre ça dans un cadenas? C'est fou aussi de se dire: «Bon, on va trouver le truc le plus horrible du monde et on va le mettre en pression dans un cadenas. Comme ça, s'il arrive à le couper, si jamais il arrive à le couper, dans les combien t'as dit 30 secondes, c'est ça? Peut-être un peu moins même. Non, c'est Et ben en immédiat, c'est sous plus, pression. Ouais. voilà, et en plus, bah, il s'en C'est prend plein la immédiat, c'est tête sous et pression. ouais, bah, du coup, c'est fou. Alors, à quel moment c'est arrivé cette idée-là? Est-ce que tu as dû, parce que, dans une réflexion classique, je dirais, i tu regardes le nombre de cadenas, qui n'ont pas ça, qui sont juste des tubes creux qu'on coupe en quelques secondes, voire on la plie avec la main et puis c'est réglé. On a les chaînes, Oui. entourées d'un bout de plastique, mais tous sont partis à peu près dans le même concept, et toi, tu te dis: «Bah, non, je vais aller ailleurs». Comment on arrive à se dire: «C'est pas la bonne solution, je vais amener ma patte et cette odeur». On va revenir dans un truc qui est beaucoup plus factuel et beaucoup plus académique. Mais concrètement, si on prend le cheminement d'un vol, il y a 2 variables dans un vol. Il y a l'outil. Actuellement, la plupart du temps, c'est une disqueuse électrique et il y a la Ouais, personne qui tient l'outil. Tout le monde s'est toujours focalisé sur il faut que l'outil s'arrête de lui-même. Et pour qu'il s'arrête de lui-même, je vais faire des matériaux qui sont super résistants pour que ça le ralentisse, voire que ça l'arrête parce que juste il n'arrive pas à le faire. Heu, mais moi de base, je suis ingénieure. Je suis ingénieure chimiste et dans la chimie, il y a les matériaux et il y a un truc qui est absolument essentiel à comprendre, c'est que quand on crée un matériau, il faut pouvoir l'usiner. Sinon ça sert à rien, c'est infaisable. Et donc si on OK. usine quelque chose,
ça veut forcément dire que dans l'usine, on va le couper et on va le modeler comme ça nous arrange. Donc on ne peut pas imaginer un matériau qui n'est pas coupable parce que juste, c'est techniquement pas faisable. Et donc nous, on s'est dit: «Bah, OK, tout le monde essaye de faire du plus résistant pour qu'à un moment, ça soit plus coupable, mais juste, c'est techniquement pas faisable». Heu, mais il y a quelque chose que personne n'a exploité. Et je le redis, dans un vol, il y a 2 variables. Il y a l'outil et il y a la personne qui tient l'outil. Et donc nous, c'est ce qu'on a exploité. On s'est dit: «OK, la résistance, on va en faire, c'est évident, il y a pas le choix. Tout le monde fonctionne comme ça, on est obligé d'en faire aussi». Par contre, la personne qui tient l'outil, ça peut être super puissant. Au tout début, on avait pensé à mettre du gaz lacrymogène et puis pourquoi on l'a abandonné? Parce que juste industriellement parlant, ça voulait dire avoir des grosses, grosses bouteilles de gaz lacrymogène et c'était beaucoup trop périlleux du point de vue législation d'avoir des quantités qui sont aussi considérables. Dans les transports, c'est pénible, dans le stockage, c'est pénible. Bref, on a abandonné le gaz. Heu mais on est arrivé au constat de qu'est-ce qu'on trouve, sous forme gazeuse parce que, bah, juste c'est important sinon on serait potentiellement un aérosol ou quelque chose comme ça et là encore une fois c'est périlleux du point de vue législation. Qu'est-ce qu'on peut avoir en termes gazeux qui soit capable de stopper un humain, stopper cet humain sans être dangereux pour lui, sans être considéré comme une arme? Et il y a un truc qui est trop bien, qui s'appelle l'instinct de survie, qui est présent chez tout le monde, qui justement, le cerveau n'a pas le temps de réfléchir, c'est le corps qui agit, c'est nos instincts primaires, hein, c'est les animaux qui fuient, c'est exactement la même chose. Le cerveau ne réfléchit pas, le corps agit sans demander la permission au cerveau. C'est tous les réflexes. Quand le médecin tape dans le genou, la jambe se lève, c'est exactement la même chose. Donc il y a une seule molécule qui est capable de déclencher ce réflexe-là, c'est justement la molécule de la putréfaction et donc c'est celle qu'on utilise. Donc très concrètement, on s'est dit dans un vol, il y a 2 variables, l'humain, l'outil. On va faire l'outil évidemment, mais on va faire l'humain et il faut quelque chose qui soit légal et qui soit capable de stopper l'humain et cette molécule était capable de le faire puisque, bah, par réflexe, l'humain se recule parce qu'il considère qu'il y a des maladies, des virus, des bactéries, qu'il y a un danger pour sa survie, instinct de survie et donc par réflexe, il recule, il s'éloigne de la scène, il détourne la tête, il a les mains qui s'ouvrent et cetera. Et puis après, il y a le côté Ouais. olfactif, mais en fait, ce qui se cache derrière, c'est les réflexes. C'est OK, je l'entends, les odeurs, c'est difficile pour beaucoup de monde. Il y en a qu'on trouve déjà insupportable alors que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Comment, cette odeur, ce gaz-là, il se trouve dans le commerce ou c'est toi qui, avec ton bagage de chimiste, le crée, le conçoit, l'imagine? Alors, je le crée pas, non. Enfin, c'est une molécule qu'on Tu connaît très Ouais. bien du point de vue industriel, dans le sens où elle est partout dans votre entourage. On ne sait pas faire du Mmh. nylon sans cette molécule et donc c'est une molécule qu'on produit déjà industriellement. Par contre, sa particularité, c'est que c'est une molécule qui est hyper instable, sous-entendu qu'elle évolue vite et c'est ce qui est important quand on fait du nylon, c'est qu'on l'utilise comme précurseur, donc on l'utilise au tout début, on la fait évoluer pour donner d'autres molécules. Donc nous, quand on la réceptionne, elle est hyper instable et on la fait évoluer, on la stabilise pour que justement elle ait ce côté olfactif et cette stabilité dans le temps. Un antivol, hein, ça reste 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans tout seul et donc il faudrait pas qu'au bout de 6 mois, il y ait plus d'odeur, il y ait plus d'effet. Ouais, OK et c'est OK, donc génial, moi je ne savais pas tout ça, c'est cool, j'apprends des choses en même temps et je trouve ça vraiment intéressant. Alors du coup, ça y est, vous avez votre gaz, alors vous avez imaginé à le mettre sous pression, bon, très bien. En plus, il est pas dangereux pour la santé, bon, encore mieux. Donc C'est ça. on prend même soin du voleur, tu vois? C'est fou quand même, hein. C'est et mais à un moment, bon, va falloir produire et là, il y a quand même de l'argent qui arrive sur le jeu et tu Ouais. parlais de centaines de milliers d'euros, voire j'ai même entendu millions d'euros, dans ta bouche. Oui. Heu, c'est à ce moment-là que tu vas chercher, des financements parce que tu l'as dit sur ton compte, tu as 1 500 €, 2 000, peut-être 3 000, mais tu as pas 1 000 000. Donc comment on fait, avec, tout ce que tu as réussi à récupérer comme information, comme data et pour aller, bah, chercher tout cet argent que tu as besoin parce que c'est pas avec 1 500 € qu'on fait un prototype de cette gamme-là, il faut acheter du gaz. J'imagine que derrière, tu as pas mal de choses à prévoir. Où est-ce qu'on le trouve et comment on fait? En fait, tout ce qui va être, relié au prototype et au tout premier,
Globalement, ça va être très subventionné, donc c'est l'État, c'est la région, c'est des concours. On participe à beaucoup de concours qui nous font gagner de l'argent et donc là, on arrive à relativement bien financer le tout début, l'amorçage, les prototypes et la partie, bah, purement technique. Sans parler du fait que je reste ingénieur chimiste. Entre-temps, j'ai eu le temps de finir mes études, j'ai développé un réseau sur la chimie, je suis en partenariat avec plein de laboratoires de recherche parce qu'il y a X ou Y prof qui m'a encadré à un moment ou alors qui connaît un tel. Et donc là, c'est une question de réseau. Donc tout ce qui va être prototypage, recherche et développement, là, ça va vraiment être du réseau, des projets d'études. J'ai fait, par exemple, mon projet de d'ingénieur en deuxième année d'école d'ingénieur, c'est 100 sur ce produit-là. Donc tout ça, c'est beaucoup subventionné, c'est des concours qui le payent. Heu et puis au fur et à mesure, plus on avance, plus on arrive proche de la commercialisation et de l'industrialisation. C'est impossible de faire du stock au début, c'est hyper compliqué parce que ça demande des fonds énormes et beaucoup de risques dans le sens où, bah, tu payes et tu sais pas si tu vas le vendre à un moment, même si tu as validé plein de choses et donc la chose la plus simple à faire, c'est des précommandes. Tu as un palier, les gens payent avant. Si tu arrives à ce palier, bah, tu produis les par exemple 100 quantités que tu as prévu de faire et qui ont déjà été payées et puis ensuite tu livres un petit peu plus tard. Il y a plein de choses qui existent comme ça s'appelle de la précommande, ça s'appelle du crowdfunding. Soit tu fais ça officiellement, soit tu fais ça officieusement, mais c'est un très, très bon moyen de lancer un produit quand tu as pas du tout la trésor qui va avec. Puis au fur et à mesure, tu avances, tu avances, tu avances. On commence à parler de la BPI, donc c'est une banque qui finance, bah, justement tout ce qui va être innovation. On commence à parler à des banques, on commence à parler à des investisseurs et puis progressivement, tu arrives à monter en charge. Mais il faut quand même garder à l'idée que, si tu ne vends pas, personne ne te financera. Si tu as pas preuve de traction, personne ne t'aidera, parce que tant qu'il y a pas de preuve qu'il y a quelque chose d'intéressant, bah, juste il se passera rien. Et donc le fait d'avoir fait des tas de tests avant, ça prouve tout ça et les gens sont prêts à t'aider parce que tu as des preuves à leur fournir de: «Ça peut fonctionner, j'ai fait des tests et ça a déjà fonctionné». Ouais, et les gens n'ont pas peur quand tu vas chercher des fonds, que ils ont pas le moment de recul, où tu joues très bien avec d'ailleurs, «Non, c'est trop dégoûtant, c'est bizarre, je vais pas investir dans ça parce que ça me fait peur déjà», parce que tu utilises un terme qui est pas très sympa, enfin qui est voilà, on n'aime pas l'entendre forcément parce qu'on imagine beaucoup de choses. Est-ce que tu as pas eu des moments de rejet à cause du produit que vous intégrez dans le cadenas, enfin dans la sécurité? Mais ce qui est beau, c'est que justement, comme on a fait des tests, on sait déjà comment les gens réagissent alors que le produit existait même pas à ce moment-là. Donc en fait, on sait très bien comment parler, comment expliquer. Parce que si j'avais conçu quelque chose et que, bah, justement, j'avais peur de ces réactions-là ou alors que j'avais vu que les réactions étaient trop violentes, bah, juste, en fait, c'est pas l'option que j'aurais choisie. J'ai eu d'autres idées, Mmh. mais typiquement, il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Mais Aïko, pourquoi tu mets pas de l'encre qui tache et cetera à l'intérieur?» Mais parce que j'y ai pensé, mais les réactions que j'avais systématiquement, c'est: «Non, ça va décoter mon vélo» et à chaque fois, j'avais objection sur objection sur objection et donc j'ai fermé la piste avant même de la prototyper parce que la réaction des gens était trop forte. Nous, quand on a commencé à parler de gaz qui sent le cadavre, oui, les gens, ça les répugne, ça les dégoûte, mais par contre, quand ils comprennent comment c'est fait, où justement, bah, c'est une canalisation avec pas mal de métal et un trou au milieu et donc pour déclencher ce gaz, on n'a pas le choix que de supprimer une partie de la paroi et donc c'est absolument impossible d'avoir un déclenchement accidentel et là, les gens, ils se disent: «OK, c'est Mmh. dégueulasse, mais moi, il y a aucune chance que ça m'arrive si je l'utilise, bah, classiquement, sans mettre un coup dedans. Par contre, le voleur, là, c'est dégueulasse et attends, c'est trop chouette que ça soit dégueulasse. Ça veut dire que lui, il va galérer, lui, il va en baver, mais c'est exactement ce que je veux dans la sécurité. Donc en fait, ça va beaucoup dépendre de tous les tests qu'on va faire avant, de comment on l'amène et bah, en fait, comment on l'amène, c'est les gens qui nous ont fourni la réponse parce que nous, on a vu qu'ils étaient en capacité de se projeter sur le voleur et pas garder ça uniquement sur eux. Et ça, c'est vraiment parce qu'on a fait des tests que, bah, cette frontière-là, on l'a cassée et on a vu qu'elle était possible à casser. C'est génial. Ouais, effectivement, ça te permet de créer ton pitch au moment où tu veux chercher, des fonds Exactement, pour exactement, avancer, progresser encore et ça, c'est hyper intéressant. J'ai une exactement. question, tiens, qui me vient à l'esprit, quand tu parles du fonctionnement de la sécurité. Est-ce que tu as eu à un moment donné des grosses galères quand même, des trucs où qui t'ont dit, «Bon là, on fait fausse route» ou «Je vais peut-être abandonner parce que, bah, il m'a explosé au visage et là, j'en ai pour plusieurs heures, devant moi à ne pas supporter cette odeur» ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a eu des
grosses galères qui t'ont mis un peu à mal de temps en temps? Alors sur de la du produit en tant que tel, non, parce que ce que tu fais, tu réfléchis quand même un petit peu avant de le faire. Tu pas non plus en mode kamikaze, hein. C'est réfléchi, même si on expérimente très rapidement. Donc non, il y a rien qui m'a explosé au visage, encore heureux. Par contre, la toute première fois que j'étais en contact avec la molécule et en fait, on l'avait déjà en tête, mais on l'avait pas testé et forcément, je suis la première à le tester. Heu, j'ai pris cher et j'ai pris cher pendant longtemps. J'avais un shampoing, à la vanille et pendant très, très longtemps, j'ai pas pu remettre du shampoing à la vanille parce que j'avais des des reflux d'odeur qui revenaient dès que j'ouvrais la bouteille de shampoing à la vanille et personne le sentait sauf moi. Mais parce qu'en fait, l'instinct de survie, c'est extrêmement psychologique et donc, il y a plein de choses qui se passent que tu contrôles pas. Il y a rien de dangereux, mais juste, c'est ton cerveau qui te joue des tours. Un petit peu comme, quand les enfants ont des poux, on passe le peigne à poux. Bah, derrière, en fait, tu es sûr que tu te grattes Bien sûr. pendant des heures et des heures. Tu as pas de poux, mais juste ton cerveau a envie de te faire croire. Donc là, j'avoue que je me suis fait beaucoup avoir au début parce que forcément, bah, en fait, on s'apprivoise mutuellement. Heu, pendant longtemps, hein, j'ai pas pu me la blairer cette molécule et puis au fur et à mesure, on commence à s'apprivoiser. Je sais comment elle fonctionne. De temps en temps, je ronchonne un petit peu, mais globalement, on se connaît mieux. Mais c'est sûr qu'en fait, des problèmes, on en a tout le temps, partout. Mais parce que c'est la définition de réussir quelque chose. Tu ne peux pas réussir si tu as pas des galères, si tu as pas des problèmes, si tu as pas des échecs, parce que c'est l'accumulation de petits échecs qui va te permettre d'avoir une réussite. Et du coup, bah, j'en ai eu, mais de toute la ligne. En fait, j'ai fait appel à un bureau d'études et au final, qui devait faire tout le système d'injection, tout le système de valves et en fait, au final, au bout de 6 mois de construction, bah, c'était pas étanche et ça fonctionnait pas du tout, et puis ensuite, il a fallu qu'on commence à le concevoir. Le tube, on pensait que ça serait super facile, sauf qu'en fait, quand on a commencé à le faire, bah, il y a rien qui allait. Un coup, l'antivol, il était parallèle, l'autre coup, il était comme ça, l'autre coup, il était trop fermé. Enfin, c'était un carnage. Des problèmes de fou, j'en ai eu tout le long et c'est pareil, mes premiers achats, alors j'ai un seul composant que je fais venir de l'étranger, sinon on est complètement fait en France. Ma toute première palette de ce composant, elle reste bloquée à la douane pendant 8 mois et sans exagérer. Mais en fait, ça c'est une accumulation d'échecs qui te permet de réussir. Donc bien évidemment, j'en ai eu des milliards et je continuerai à en avoir d'autres parce que, bah, c'est inévitable. Ouais, ah mais c'est intéressant de voir un peu, le backstage de l'entrepreneuriat. On a énormément de problèmes effectivement et le plus dur, enfin, le meilleur, c'est de pouvoir s'en relever régulièrement. D'ailleurs, moi, je t'ai connu grâce j'en parlais à l'introduction, grâce à un Ouais. échec, qu'on pourrait appeler comme un échec et à mon sens, c'en est pas un et j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu, pas très longtemps parce que je suis pas sûr que ça soit très très heureux d'en parler, longtemps. Mais moi, je t'ai connu sur, l'émission, Qui veut être mon associé? Où, tu présentes ton Ouais, projet pour justement lever, des fonds pour aller encore plus loin et c'est ça. malheureusement, personne ne te suit. Et justement, je me suis mis à ta place et tu vois, je suis un homme, je ne pleure jamais, rien du tout, mais j'ai quand même eu un petit pincement au cœur en me disant: «C'est fou» parce qu'en fait, ça me paraît pas être, la réalité, en fait et ça me paraît être différent et j'ai l'impression qu'ils ont pas suivi le truc. Toi, comment tu l'as subi, cet échec? Comment tu l'as emmagasiné? Comment tu as réussi à te relever de ça? Parce que en plus, c'est pas un échec anodin, l'air de rien, parce que ça reste public et Ouais. il y a quand même du monde qui regarde cette émission. Donc du coup, je me suis mis à ta place, mais je peux pas l'être évidemment. Et je me suis posé cette question est-ce que ça t'a apporté quand même quelque chose, ou au contraire, ça t'a mis à mal pendant quelques temps et tu te relèves encore de cette problématique-là? Je sais pas si qui veut être mon associé, c'est un échec ou une réussite. En fait, c'est très particulier parce que techniquement parlant, on était ultra prêt sur le pitch, on était ultra prêt sur les questions, mais il y a un truc qu'on n'a pas vu venir, c'est que la démo pouvait foirer. Heu, Est-ce qu'elle a vraiment foiré? Peut-être pas tant que ça, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On pouvait pas faire une coupe d'antivol pour des raisons techniques. On pouvait pas utiliser nos produits parce qu'ils se fixent sur les poils et donc ça dure dans le temps. Donc en fait, c'était ni une coupe d'antivol, ni nos produits à nous Mmh. et donc nous, on a contourné le problème en utilisant des têtes de crevettes qu'on a fait macérer sur mon balcon et donc les petites têtes de crevettes, ont fait 4 mois sur mon balcon en plein mois d'août, c'était super. Une boîte bien verte, jaune avec des petits champignons, ça avait gonflé, enfin bref, c'était dégueu. Hem Et on s'est dit: «Bah, on va prendre cette boîte, on va la mettre sur le plateau de Qui veut être mon associé»
et si jamais ils veulent sortir, bah, on ouvrira la boîte à cet instant-là. Et en fait, bah, ce Tupperware, faut dire ce qu'il est, en fait, il était dehors depuis 4 mois, enfin, il y a des crevettes putréfiées à l'intérieur, c'était pas glamour et je pense que pour les visuels, c'était pas vraiment acceptable et donc bah, les accessoiristes ont décidé de transvaser ça dans un contenant un petit peu plus sympa, mais je vous fais pas de dessin. Quand on L'intervention du chien, pour ceux qui l'auront vu. C'est l'associé numéro 2. En fait, tu quand tu as quelque chose qui macère, ce qui sent, c'est le gaz qui est émis. C'est vraiment la couche qui gonfle et c'est ce truc-là qui a une odeur. Donc quand tu ouvres le contenant, sur le moment, ça sent très fort, mais en fait, une fois que tu perds ton gaz, un gaz, ça se dissipe. Une fois que tu perds ton gaz, il reste pas grand-chose de l'odeur. Et je pense que ça a été la grosse erreur et on s'en est pas rendu compte directement, parce que, bah, l'odeur s'est diffusée, ça a embaumé le plateau, il a fallu beaucoup aérer et moi ensuite en allant sur le plateau quasiment 1 heure plus tard, bah, l'échantillon, ça faisait plus d'1 heure qu'il était aéré, ventilé et qu'il prenait l'air et donc que le gaz se dissipait. Donc forcément, bah, les investisseurs quand ils sentent, ça sent plus. Et ça, c'était tellement pas prévisible. Personne peut se dire: «Mais attends, j'ai des crevettes qui ont 4 mois, je vais les faire sentir, ça sentira pas». Personne peut imaginer ça. Quand tu as un steak pourri au fond du frigo, tu peux pas te dire: «Bah non, ça sent pas». C'est impossible. Et donc c'est le seul truc où on l'avait pas vraiment travaillé parce que c'était pas vraiment envisageable que ça sente pas. Enfin, c'est improbable. Hem, Sauf que ce qui s'est passé, c'est que ça a renvoyé une image qui est pas du tout la nôtre. Mmh. J'ai eu beaucoup de questions sur: «Est-ce que c'est un prototype? Est-ce que ça va être commercialisé?» Bah, oui, concrètement, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, ça fait 4 ans qu'on bosse avec des chercheurs, ça fait 4 ans qu'on bosse avec des psychologues et accessoirement, on a une chaîne de production depuis plus d'1 an. On fait du chiffre, on est en boutique, on est en train de dealer avec des très grosses enseignes que tout le monde connaît. Donc oui, enfin, en fait, on n'est plus une petite start-up qui essaye d'expérimenter des protos qui fonctionnent pas, c'est pas le cas. Donc qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, on a ramé pendant 2 mois, mais peut-être que c'est intéressant, et peut-être qu'au final ça serait une réussite même si on a pris très, très cher pendant quelques semaines. Pourquoi? Parce que ça nous a fixé des objectifs qui étaient quasiment impossibles. Et il y a des très grosses échéances qu'il faut pas rater et que tu peux pas rater. Hem et je pense que ça nous a fait avancer plus vite que ce qu'on aurait pu avancer tout seul si on n'avait pas ces échéances. Et l'autre point très important, c'est qu'en fait, nous, tout est arrivé très facilement à nous. On a commencé à commercialiser parce qu'on a eu une grosse exposition médiatique. Et puis ensuite, bah, en fait, les clients, ils venaient plutôt d'eux-mêmes en ayant une communication qui était bah, à notre patte ou juste on attirait l'attention. En fait, tout se faisait un petit peu tout seul. Et je pense que ce gros coup de mou pendant 2 mois, où par principe c'était non, alors que depuis le tout début, par principe c'était oui, ça nous a appris à ramer, ça nous a appris à remettre en question notre business model, ça nous a appris à aller chercher avec les dents. On l'avait forcément fait un petit peu avant, mais quand on le faisait, ça durait une semaine et puis après c'était fini. Et là, on a appris à se prendre des portes sur des portes sur des portes sur des portes pour au final s'en relever plus fort et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant parce que on en reparlera après, mais dans une levée de fonds, il y a le storytelling et la belle histoire qui est importante pour les investisseurs, mais il y a aussi la capacité à se relever des échecs parce que dans tous les cas, dans la vie de start-upper, tu vas en avoir et je pense que c'est vraiment ce qui va nous permettre de vraiment beaucoup avancer, c'est qu'on a pris une claque monumentale et que, bah, on a ramé, ramé, ramé et qu'on est en train de s'en sortir. Donc ça, je pense que c'est vraiment chouette et que au final, ça a été un gros échec sur le moment, mais ce sera peut-être une réussite au final. C'est alors, une phrase me vient dans la tête, enfin une phrase, dans l'épreuve, on surpasse et en l'occurrence, c'est ce que tu as Ouais. l'air de me donner, de nous donner en tout cas. Je dans l'échec, on apprend, et du coup, je vois moi je t'ai suivi, ben, du jour 1 où je t'ai rencontré sur cet écran de télé et à aujourd'hui, je suis tes communications et on voit le cheminement que tu as fait aussi les jours suivant la diffusion.
c'était beaucoup en fait de peur, de crainte, d'incompréhension Totalement, sur tes messages. Et au fur et à mesure, on les a vus remonter. On a vu cette joie qui te caractérise revenir. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Alors, pas que je me complaise dans, Mmh. dans le fait que les autres se plantent, évidemment, mais dans le cheminement que toi, tu as fait, parce que beaucoup Ouais. auraient pu rester au fond du trou et se mettre en boule et pleurer. Toi, tu en as tiré des enseignements. Je trouve ça génial. Et justement, un enseignement que je trouve important, c'est ça, c'est on se relève quoi qu'il arrive. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et tu viens de nous le dire justement, c'est génial de dire ça, de dire que ok, c'est un échec. Enfin, c'est un échec, peut-être pas en fait. Et on verra plus tard. Et du coup, tu parles de levée de fonds, hein, puisque qui veut être mon associé, c'est un peu ça l'idée, hein, mis au public. Comment on fait pour faire une levée de fonds? J'ai aucune idée, moi, à part voir mon banquier en lui disant, dis-moi, j'ai besoin de 10, 15, 20 000 euros. À part ça, je ne sais pas du tout comment, où aller. Est-ce qu'il y a des portes à pousser? Est-ce qu'il y a des personnes à croiser? Comment ensuite, une fois qu'on a réussi à les connaître, à les trouver, à avoir un rendez-vous, comment on pitch le truc, même si on en a une vague idée maintenant, mais est-ce que c'est vraiment la vraie vie, la télé? Je sais pas. Toi, tu peux peut-être me le dire en tout cas. Hem, qui veut être mon associé sur la levée de fonds, c'est un petit peu biaisé parce que ce qu'on voit à l'écran, c'est un accord de principe et ensuite on a ce qui s'appelle les due diligence où concrètement, c'est un audit de la société pour savoir s'ils vont vraiment y aller. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux comme quoi les deals se cassent. Bah oui, parce que quand tu fais une levée de fonds, tu peux pas pitcher 2 minutes et avoir des questions sur une demi heure et Mmh. ensuite, bah, partir et mettre de l'argent dans un truc aussi risqué. Enfin, le private equity, le fait de lever des fonds auprès des investisseurs, c'est un actif qui est terriblement risqué, sur lequel il y a très peu de réussite. Sur à peu près 10 investissements, il y en a 2 ou 3 qui vont fonctionner. Donc forcément, heu, il y a des audits, il y a des examens de dossier pour vérifier que tout est en accord avec ce qui a été dit. Ça, c'est la partie qui veut être mon associé, donc c'est vraiment un cas qui est très particulier et en réalité, ça se passe pas trop comme ça. Hem, concrètement, en fonction de l'état d'avancement de la startup, on se tourne à différents investisseurs. Ça peut être des business angels. Donc, le business angel, la plupart du temps, ça va être par exemple un avocat qui va basculer à la retraite, un ancien entrepreneur qui a revendu sa boîte. Mais globalement, c'est des profils qui ont plutôt une très bonne compréhension du business. Ça peut être un comptable aussi, euh, qui ont plutôt une très bonne compréhension du business, qui sont là pour apporter beaucoup d'humains et pour placer leur argent, mais en fait, tu les emmènes dans une histoire. Ils ont envie de croître avec toi, ils ont envie de grandir avec toi, ils ont envie de partir à l'aventure avec toi, et ils participent à hauteur humaine et à hauteur d'argent, mais ce combo des 2 est vraiment hyper important. Ils y vont vraiment presque pour l'aventure. Ensuite, tu as un autre type d'investisseur qui s'appelle les VC, donc c'est tout ce qui est fonds d'investissement et là, bah, en fait, c'est purement de l'actif où, bah, le but d'un fonds d'investissement, c'est de gagner de l'argent à la fin de l'année et donc, bah, là, tu as des KPI, donc tu as des données extrêmement précises qu'il faut atteindre. Les attentes, c'est pas les mêmes. Les examens de dossiers, bah, derrière, c'est des gens qui sont professionnels, qui passent leur journée à faire ça. Donc c'est juste 2 typologies et tu lèves beaucoup plus d'argent avec des VC, mais on te demande aussi d'avoir un état d'avancement qui est bien supérieur. Souvent, c'est ta deuxième, troisième, quatrième levée qui se fait avec un fonds d'investissement. Moi, je connais que les business angels, mais très concrètement, en fait, l'ère de la levée de fonds où on lève sur une idée et on lève sur quelque chose qui n'existe pas, ça ne fonctionne plus, ce n'est plus la réalité. D'autant plus que actuellement l'économie elle est pas non plus au meilleur de sa forme. Donc les investisseurs ont tendance à refuser les nouveaux investissements et réinjecter dans les boîtes dans lesquelles ils ont déjà mis pour les aider à continuer. Donc la levée de fonds en ce moment, c'est pas la plus facile. Heu et c'est pareil, on lève plus sur une simple idée. Concrètement, il y a 2 données à avoir. Une belle histoire, parce qu'au final, s'ils croient pas en la personne qui est derrière, c'est impossible. Donc si l'équipe est pas réellement bien faite, c'est impossible. Si le why est pas suffisamment puissant, donc le pourquoi la personne le fait est pas suffisamment puissant, c'est impossible. Et après, bah, il y a pas de secret en fait. Une boîte, son but, c'est de créer de l'argent, créer de la valeur et donc s'il y a pas de traction commerciale, bah, en fait, la boîte, elle ira nulle part. Elle est pas faite pour vivre grâce à l'argent des investisseurs. Donc il y a pas de secret, il faut avoir une traction commerciale, plus du storytelling, plus une belle équipe, plus une belle histoire
Mais globalement, c'est ces points-là qui font qu'un investisseur y va ou n'y va pas. Et après, c'est des échanges, un premier rendez-vous, une plénière, un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, etc. Mais c'est un process Ok. qui est relativement long, ça prend entre 6 mois et 1 an. Ouais, c'est large. Donc du coup, si j'ai envie de lancer ma boîte, je résume, hein, si j'ai bien compris, j'ai envie de lancer mon projet, ma boîte, mon idée. Alors déjà, il faut plus une idée, il me faut un produit à proposer, déjà quelque chose d'assez costaud. Je peux plus y aller juste avec un PDF en disant: «Regardez comment ma boîte, elle va être belle si vous investissez dedans». Ensuite, il faut que je me tourne peut-être vers des business angels qui sont plus dans l'histoire, dans l'humain, dans moi peut-être, dans le projet, Ouais. le projet que je porte. La Heu, compréhension, la la compréhension. La OK, compréhension et alors l'accompagnement. Ouais. OK, bah, j'irai voir ces gens-là, j'en ai deux trois en tête et puis, si je veux, dégager beaucoup d'argent très vite, je vais voir des VC, je vais aller chercher des fonds d'investissement. Il y en a pas mal en France, j'en ai, quelques-uns en tête également. Hem et mais ti que tous ces gens-là, alors les VC, le truc, c'est qu'ils veulent un retour sur investissement rapide visiblement, donc il Oui. faut pas que je traîne pour gagner des milliards tout de suite parce que sinon ils seront pas contents. Mais comment tu les contactes? Tu envoies un mail? Enfin, il y a un endroit où tu vas sur, VC.com et tu as tous les VC et puis, comment on fait pour trouver ces gens-là? Non, il y a pas de secret, faut chercher. Concernant les business angels, bah, soit tu as des personnes très précises en tête, Ouais, auquel cas, bah, en fait, tu les contactes. Soit tu fais appel à des sociétés de business angels, OK. auquel cas, c'est des groupements de business angels. Ça peut être des très petits tickets. Tu as des personnes à l'intérieur qui sont là pour mettre 200, 300, 500 €. Ah ouais, OK. Vraiment, c'est des tout petits tickets, mais tu as des personnes qui sont aussi capables de mettre 20, 30, 50 000 € dans un projet, heu et en fait, tout ça, c'est sur une seule entité, du coup, une société de Mmh. business angel et c'est la société de business angel qui examine ton dossier et bah, derrière, tous les gens qui seront présents en plénière et qui seront présents lors, bah, des moments où tu échanges et tu présentes un peu le projet, bah, eux décideront ou pas d'y aller et donc tu as un groupement, tu peux avoir 7, 8, 10, 1, 2, enfin, ça dépend, qui décide d'y aller et ensuite c'est la société de business angel qui va à son nom. Donc ça, en fait, ça se trouve, tu as plein tu as Batch, tu as Rhône Valley Angel, tu as Paris Business Angel, tu as Femme Business Angel. Enfin, tu en as plein des groupements, il faut juste, prendre, tes petits doigts et aller dans le moteur recherche de Google et chercher. Tu en as qui sont plus secrets que d'autres, Ouais. donc des fois, c'est juste, tu apprends à les voir, parce que tu vas en after work et tu croises quelqu'un qui te parle de un tel. Hem, mais globalement, ça fonctionne comme ça. Les fonds d'investissement sont un peu plus visibles, les family office aussi. Family office, c'est un peu le même fonctionnement que les fonds d'investissement, mais il y en a qui sont très secrets, il y en a qu'on n'entend pas du tout parler, mais qui sont là quand même. Des fois, on a un peu de chance et on arrive à avoir une liste par X ou Y personnes, mais il y a pas de secret, il faut chercher. Faut chercher. OK, j'irai chercher. Alors il y a un truc que j'apprends avec toi, comme quoi je suis pas encore très bon en business angel. Avec 200 balles, je peux devenir business angel de mon côté et du coup, ça me plaît beaucoup. Je vais aller regarder, je vais essayer, de devenir un business angel, 200 puis 500 puis 1000 puis 1 milliard, on sait jamais, qui sait? C'est excellent. J'adore. J'irai chercher, tous ces liens et puis si, on a des questions, si nos auditeurs ont des questions, j'essaierai de leur répondre ou au pire, je les enverrai sur Google comme tu le dis proprement. Du coup, moi, il y a une question qui me vient. Il y a beaucoup, tout depuis le début de l'épisode, il y a une chose qui me touche beaucoup en toi, c'est ton côté. Allez, je vais le dire comme ça, c'est peut-être pas le bon terme, mais très philosophe, très avec beaucoup de recul, beaucoup d'analyse de ton travail, de ce que tu fais, de qui tu es. Alors, du coup, déjà, je me demande comment tu arrives à trouver toute cette énergie, toute cette force pour avancer tous les jours, garder le sourire parce que tu as la banane en permanence et on l'a vu, même dans des cas difficiles, tu gardes le sourire. Donc, est-ce que tu as un secret que tu peux nous communiquer? Et puis, deuxième question, si tu as pas de secret magique parce que tu es né comme ça et puis c'est comme ça, est-ce que tu as un livre qui pourrait, accompagner nos auditeurs à voir, comment devenir, entrepreneur, comment devenir créateur, un livre qui t'a aidé toi au quotidien pour avancer encore et encore? Je vais faire un combo des 2. Je pense que j'ai pas mal d'énergie de par le fait que j'aime profondément ce que je fais. Moi, le pourquoi j'entreprends, il vient du fait que j'ai besoin de créer de la valeur, j'ai besoin de résoudre des problèmes, heu et j'ai besoin d'avoir ce retour des gens qui me disent: «Bah, franchement, merci beaucoup parce que, j'avais arrêté à cause de X ou Y raison
et en fait, je reprends parce que vous êtes là, parce que vous me proposez une solution. Heu, Moi, je fais partie des entrepreneurs qui vendront jamais quelque chose qui existe, mais qui vendront systématiquement quelque chose qui répond à un besoin qui n'est pas couvert, et ça, c'est quelque chose qui me fait vibrer, sur lequel mais ça me passionne et j'adore faire ça et je me sens super utile et franchement, c'est incroyable de faire tout ça. Donc déjà, rien que ça me donne beaucoup d'énergie. Le fait d'être ultra pluridisciplinaire, je fais de la finance, je fais du marketing, je fais de la com, je fais du commerce, enfin, je fais des milliards de choses. Ça aussi, c'est hyper motivant parce qu'en fait, tu as jamais de lassitude. Et puis après, je pense que le sport m'aide beaucoup. Je fais pas mal de trail, et il y a une très belle analogie à faire, c'est qu'en trail, on a des montées et des descentes et quand on est en bas de la montée, on râle tout ce qu'on peut parce qu'on en a ras-le-bol de faire de la montée et qu'on a mal aux jambes et qu'on n'en peut plus et qu'on s'essouffle comme on peut. Et quand on arrive tout en haut, on est refait et c'est la victoire, infinie. Mais par contre, faut redescendre. On est trop content de voir la descente. On la voit, on se dit: «Ah franchement, ça va être incroyable» et puis au bout de 200 mètres, on crampe et on se dit que ça va être horrible et que la descente, elle va être infinie. Et en fait, ça fait des montées, ça fait des descentes et je pense que l'entrepreneur, on en parlait en off, mais l'entrepreneur, il a pas le choix que de faire preuve de résilience. Je pense que tout le monde peut entreprendre, mais par contre, une personne qui n'est pas capable de faire preuve de résilience n'y arrivera pas. Et une personne qui est pas capable de se remettre en question quand elle a des trous ou quand elle a des très grosses victoires, c'est pareil, elle n'y arrivera pas. Après, à force, en fait, tu développes les compétences dont tu as besoin et en fait, tu fais preuve de la force de caractère dont tu as besoin. On entreprend tous différemment, on fait avec, bah, les skills qu'on a et les compétences qu'on a. Mais je pense que, bah, le sport, et le pourquoi sont suffisamment profonds pour m'apprendre suffisamment sur la vie pour que derrière, je m'en sorte, relativement convenablement, dans l'entrepreneuriat. Et C'est après, du coup, dernière question sur le livre, je c'est pas un livre d'entrepreneuriat à proprement dit, c'est un livre sur la psychologie de la vente, mais c'est super parce que tu comprends comment l'humain fonctionne. Par exemple, c'est tout bête, mais quand tu vends un système d'abonnement ou quand tu vends un produit, l'humain, il trouvera toujours le moyen de voir le coût immédiat et pas le coût futur et donc moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Bah non, Aïko, tes antivols, ils sont trop chers». Ils sont trop chers selon quoi? Selon le coût de ton vélo volé et tu vas perdre 3 000 € ou le coût immédiat où là, je te demande de dépenser 200 €? Et tu as plein de choses comme ça où, que ça soit en faisant une annonce Vinted, une annonce Le Bon Coin ou en échangeant avec quelqu'un dans la rue parce que tu aimerais lui faire comprendre ça ou ça et que, bah, tu arrives pas à lui faire comprendre suffisamment clairement. Je pense que ce livre, il peut être hyper intéressant parce que c'est de la psychologie pure et dure, mais appliquée dans la vie réelle, qui s'appelle «Influence et manipulation» de Robert Cialdini. Et c'est un livre qui est hyper intéressant et qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement humain. Ouais, excellent livre, j'adore, je l'ai, c'est aussi un de mes livres de chevet. Je trouve ça Ah génial. ça, ça Je suis t'intéresse. content parce que c'est un livre que je vais pas être obligé de relire tout de suite. D'habitude, on me donne plein de livres et donc je l'ai déjà lu, mais oui, je suis d'accord avec toi. Il est tellement profond ce livre. Il te montre, un peu plus que juste les points, d'achoppement du départ et on va vraiment très loin dans la réflexion humaine et moi, j'aime Oui. beaucoup ça. Merci. Je le rajouterai évidemment dans les notes de l'émission si je ne l'ai pas déjà. Enfin, dans les notes de l'émission, c'est sûr, mais sur la bibliothèque de Renacast également. Si je l'ai pas déjà fait, je ne sais plus. Donc, je regarderai. Un très très beau bouquin. J'aime beaucoup l'analogie que tu fais avec le trail. Je trouve ça génial. J'aime beaucoup le fait que tu dises que tout le monde peut être entrepreneur, mais bah pour ça, il faut pouvoir encaisser les hauts et les bas et se relever toujours plus fort. Donc, je trouve ça vraiment excellent. Et je vais te donner un truc, franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu me donnes, puisque tu aimes ça et ça te motive. Je trouve ça, tout ce que tu m'as donné depuis le début de l'épisode, je trouve ça vraiment excellent. J'ai envie de le porter encore plus loin. Je vais porter ton épisode Merci. fort, je pense, parce que tu le mérites. Tout ce que tu fais me semble hyper intéressant et la façon dont tu le fais est encore plus intéressant. Moi, je n'ai pas de Merci. vélo parce que voilà. Alors du coup, je vais pas t'acheter de protection, mais je comprends l'intérêt du truc et je comprends que ça soit hyper important. Alors, avant de te laisser partir et vaquer à tes occupations, j'ai encore deux petites questions. La première, la plus simple et la plus intéressante, je pense, pour toi, pour tout le monde, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut échanger avec toi et évidemment, où est-ce qu'on peut acheter cette fameuse sécurité pour nos vélos. Alors, pour tout ce qui est le contenu en tant que tel de la marque, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur Facebook. Sur Instagram, c'est arobase cactus-lock, L-O-C-K. Sur Facebook, c'est Cactus Lock.
Après, moi, je parle beaucoup à titre personnel sur LinkedIn, et on y retrouve pas mal de mes péripéties et pas mal de mes aventures. Je suis très transparente et j'adore échanger là-dessus parce que je pense que c'est d'intérêt commun. Enfin, on a tous les entrepreneurs ont les mêmes problèmes et même une personne salariée aura un jour un problème comme ça et du coup, ça peut être hyper chouette et inspirant, même moi, j'adore les lire, les péripéties comme ça, c'est trop chouette. Donc sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver sous Aiko, Aiko, espace Leroux et ensuite, vous pouvez retrouver les produits sur www.cactuslock.com sur notre site internet. Ah bah évidemment, je mettrai tout ça dans les notes de l'émission. On portera tout ça très haut. Allez, dernière question et après, enfin, on peut vaquer à nos occupations habituelles, remplir de nouveaux cadenas de gaz horriblement affreux à sentir. Euh, Dernière question, si tu avais la capacité de revenir dans le passé et tomber nez à nez avec la petite Eiko à 16 ans par exemple, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Waouh! C'est une très bonne question. Je pense que je m'imaginais pas du tout entrepreneur, même si, contre toute attente, je disais que je voulais pas être je voulais être libre et je voulais prendre mes décisions moi-même. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je m'imaginais pas du tout dans la situation dans laquelle je suis et même, enfin, l'année dernière, je regardais moi-même qui va être mon associé et j'avais pas du tout prévu d'y participer là tout de suite. Et je pensais pas que on arriverait à faire autant de choses en même pas un an. Donc, heu ne serait-ce que la petite Aiko, je lui dirais: «Mais continue de croire en toi, même si ça peut paraître complètement fou et il y a tout le monde qui te dit: "Tu peux pas le faire"». Je pense que j'ai une bonne phrase que je me répète très souvent, c'est que enfin, il y a tout le monde qui lui a dit qu'elle pouvait pas, donc justement elle l'a fait et c'est parce que c'est impossible et c'est parce que personne n'y croit qu'au final, on y arrivera et c'est la beauté de l'entrepreneuriat, c'est la beauté de l'innovation. C'est qu'au final, on est d'intérêt, public et on aide les gens à mieux vivre et en fait, ça, c'est trop beau et peu importe la portée qu'on a, si demain tout s'arrête, en fait, je serais hyper contente d'avoir satisfait 1000 cyclistes et si, dans 10 ans, je suis encore plus loin, encore plus haut et j'ai les Américains, les Asiatiques et toute l'Europe, bah, ça sera encore mieux. Mais je m'imaginais pas dans cette position-là et je souhaite de tout cœur que ça fonctionne et que ça continue parce qu'en fait, juste, c'est une expérience de fou et juste, j'adore ce que je fais donc continue à être fier, continue d'y croire et t'inquiète, un moment, ça va juste fonctionner. Ouais, effectivement. Merci beaucoup pour tout ce que tu m'as donné dans cet épisode. Un peu chaotique, on a eu des Ah, problèmes c'était techniques, on a eu, et vous catastrophique. l'avez vu, je crois que j'ai changé de tenue entre-temps, en milieu d'épisode. Pas parce que je me suis renversé un café dessus ou autre chose que ça, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. Tu m'as livré énormément d'informations, énormément d'astuces, de tips, des choses que tout le monde peut utiliser au quotidien. Et tu le dis très bien, que tu sois entrepreneur ou pas d'ailleurs, c'est des choses que dans la vie de tous les jours, on peut se Oui, donner, on peut se donner comme direction juste la réussite et la réussite sur tous les points. Et pour aller à la réussite, des fois, il faut monter, il faut descendre, il faut se faire vraiment, mal et c'est en se faisant mal qu'on avance encore plus. Donc, c'est je ça. te souhaite de tout mon cœur de réussir encore plus, de partir à l'international, d'envahir le monde. Et ce que je te propose, c'est d'ici 2 ans peut-être, on se recroise sur le podcast Carrément, RenaCast et on parle de ouais. cette évolution internationale, de toutes les péripéties que tu as dû inventer. Ok? Carrément, carrément. Merci Merci beaucoup beaucoup. pour ce temps. Merci à toi. Merci, Bonne journée et à très bientôt sur RenaCast. Ciao. Bye bye. merci. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir RenaCast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.